Pour y vivre, parlons climat, parlons avenir avec Haute Myriam Salano. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de votre podcast Pour y vivre en partenariat avec ODD TV. Dans le cadre du séminaire de haut niveau sur la finance climat où des experts de toute la région UEMOA sont réunis pour discuter des mécanismes essentiels pour accélérer les investissements climatiques ici à Cotonou, j'ai eu l'honneur de recevoir deux facilitateurs clés de ce séminaire. Monsieur Dobré Mac de la Côte d'Ivoire, expert climat et finances vertes, qui a facilité le groupe de travail sur les mécanismes d'abondement des études climat, et Dr Mahmouda Moussa Na Abou, consultant IBF du Niger, qui a animé le groupe thématique sur l'harmonisation des études climat dans la région UEMOA. Ensemble, nous avons exploré des solutions concrètes pour soutenir et structurer les projets climatiques en Afrique de l'Ouest. Bonne écoute. Monsieur Dobré, vous avez facilité la discussion sur les mécanismes d'abondement des études climat dans la zone UEMOA en vous appuyant sur une liste d'options de financement. Quelles sont selon vous les options de financement les plus prometteuses pour permettre aux États membres de mobiliser efficacement des ressources pour leurs projets climatiques? Merci madame. Effectivement, on a eu la chance d'avoir des experts de toute la sous-région qui en général venaient des ministères des Finances, mais pour certains aussi des ministères d'Environnement, et qui ont vraiment donné une contribution extrêmement pertinente et enrichissante. Ce qui ressort de leur contribution, c'est qu'on peut avoir, on va dire, 5 grandes pistes d'abondement pour le fonds climat, ou 5 grandes catégories. La première catégorie, c'est celle qui touche, on va dire, à l'espace de notre sous-région, mais beaucoup plus aux institutions de la sous-région. Donc, l'idée, c'est de dire, nous avons un fonds climat pour la sous-région, mais si nous voulons de façon crédible que les autres puissent venir nous appuyer, être avec nous et nous suivre, il faut que nous soyons les premiers à faire justement on va dire, le pas de l'engagement. Alors, il y a bien sûr les institutions comme la BOAD, comme la BCAO et comme la commission donc de l'UEMOA qui ont été identifiées avec, selon les institutions, des sources qui sont diverses, mais ça peut aller à une contribution au niveau des résultats, notamment de certaines de ces institutions, par exemple pour la BOAD. Ça peut être aussi de l'ordre de la contribution des partenaires de ces institutions, notamment de la BOAD et les membres non régionaux de son conseil d'administration. Aujourd'hui, par exemple, je pense le Maroc, je pense la Chine, qui sont des partenaires non régionaux qui peuvent être intéressés d'abonder donc le FEC. Il y a donc aussi la commission, donc la BCAO, qui est notre institut monétaire, notre institut d'émission. Et la BCAO peut disposer en tout cas de ressources importantes, directement et indirectement, en plus de sa capacité, de son pouvoir, on va dire, réglementaire sur la monnaie, et de sa capacité aussi d'entraînement des institutions monétaires de la sous-région, des banques. Elle peut aussi regarder à différents niveaux comment donc apporter cette contribution et on va dire enrichir l'abondement du fonds. Et enfin, la commission de l'UEMOA qui réglemente un peu tout notre espace sous-régional, qui peut aussi, non seulement par la réglementation, mais aussi par des prélèvements communautaires notamment, donc aller dans ce sens-là. C'est la première grande catégorie. Je vous avais indiqué 5 grandes catégories, peut-être que je vais aller plus rapidement, pour considérer que la deuxième grande catégorie, en dehors des institutions sous-régionales, ce sont les financements mixtes. On considère qu'on peut avoir des financements de type partenariat public-privé, de type blending finance,
qui vont aller dans le sens donc, de mobiliser des ressources pour le fonds, pour le FEC. La troisième catégorie, c'est une catégorie, on va dire, liée à certains instruments et donc certains projets innovants. On peut citer notamment tout ce qui est paiement pour services environnementaux, tout ce qui est assurance indicielle. Certains d'entre nous, parmi les experts, ont cité notamment les droits de tirage spéciaux. Il y a eu comme ça quelques propositions qui ont été faites. Donc c'est pour tout ce qui est, on va dire, public-privé. Il y a eu la catégorie du secteur privé, stricto sensu, pour considérer qu'à travers leur RSE ou à travers leurs contributions et à travers les projets même qu'ils développent, ils peuvent aussi donc abonder le fonds d'études. Et puis enfin, les financements internationaux, les partenaires internationaux, qu'ils soient publics, bilatéraux, multilatéraux, ils sont pléthores, Banque mondiale, Union européenne, PNUD, GIZ, etc. Mais au-delà des partenaires internationaux publics, il y a aussi les partenaires internationaux privés. Et là, il faut regarder les investisseurs en capital parce que le groupe a considéré que pour le financement du développement en général, comme pour le financement du développement durable et du climat en particulier, les investisseurs sur les marchés des capitaux, donc les fonds de pension notamment au niveau international, pouvaient représenter une masse, un potentiel de financement extrêmement important, avec aussi la philanthropie, donc les fondations et autres. En gros, voilà. D'accord, merci M. Dopé. Alors, vous avez souligné l'importance de l'intégration de l'adaptation et de l'atténuation dans les notes conceptuelles des projets climatiques. Pourquoi est-ce si nécessaire pour garantir la durabilité des projets financés? Parce que le climat, c'est un ensemble. Et je dis que la lutte contre le changement climatique dans notre sous-région revient un peu, malheureusement, à stigmatiser un paradoxe. C'est le paradoxe, on va dire, de la transition écologique et climatique pour notre région. Nous ne sommes pas contributeurs, de façon extrêmement marginale, extrêmement faible. Mais pourtant, nous sommes les premiers impactés. Nous sommes les plus vulnérables. Nous sommes impactés par, on va dire, une situation qui a été créée, il faut bien le dire, souvent par les pays développés. Et c'est pour ça aussi que dans les négociations internationales, on parle de responsabilité commune mais différenciée. Alors, l'atténuation est importante, mais pour nous, les pays de la sous-région, l'adaptation est extrêmement déterminante, vitale et cruciale. Et c'est pour ça que, comme le climat marche en général sur ces deux piliers, même s'il y en a d'autres, le transfert des technologies, le financement, etc. Mais vraiment, il a été bon d'aborder ces deux points en ce qui concerne, ou en tout cas de mentionner les activités du FEC, du fonds, et aussi les mécanismes d'abondement de ce FEC. Donc il faut retenir que l'adaptation est très déterminante dans ce processus. Alors, il a été question de coordonner un effort communautaire pour abonder le fonds d'études climat de la BOAD. Et quelles pistes concrètes envisagez-vous pour encourager une mobilisation régionale autour de ces objectifs, en particulier dans un contexte où les besoins en financement sont croissants? Ce que le groupe de travail a indiqué, c'était que nous savons que nous sommes une région potentiellement extrêmement riche. Mais nous savons aussi que nous avons beaucoup de contraintes en termes de financement du développement et des priorités. Même si le climat aujourd'hui est une priorité, l'idée c'est de dire qu'il faut peut-être regarder comment les ressources dont nous disposons peuvent servir d'effet de levier pour mobiliser les autres partenaires et les autres financiers et investisseurs pour justement abonder le fonds et pour mettre en œuvre les projets climat. Donc c'est une piste importante que le groupe a soulignée.
celle donc de l'effet de levier. Et je pense que si on veut être encore plus concret, on a pensé que à partir de cet effet de levier, il fallait aussi combiner l'aspect réglementation. Parce que l'aspect réglementation doit aussi permettre de créer les conditions favorables pour attirer les investisseurs. Et je vous parlais tout à l'heure des investisseurs en capital qui disposent de fonds extrêmement importants, notamment les fonds de pension. Mais il faut leur, on va dire, présenter un environnement favorable. Et ça se fait aussi par le cadre réglementaire. Donc, levier, effet de levier. Et deuxièmement, cadre réglementaire pour attirer les investissements. D'accord, merci M. Doutré pour nous avoir vraiment donné ces éclaircissements sur cette question. Merci infiniment. Merci à vous et c'était un plaisir. Chaque fois qu'on peut communiquer, sensibiliser sur le climat et la finance climatique, nous sommes vraiment ravis. Je reçois au même moment sur ce podcast un autre facilitateur qui a pour nom Dr Mahmouda Moussa Na Abou, qui est consultant IBF du Niger. Docteur, quand on aborde la question sur l'harmonisation des études, vous avez facilité le groupe de travail sur l'harmonisation et la priorisation des études climat dans la zone UEMOA. Quels sont selon vous les bénéfices principaux d'une harmonisation des études de faisabilité pour les projets climatiques dans la région? Oui, en effet, on a eu la chance et l'honneur de faciliter ce groupe de travail-là lors de cet atelier sur la finance climat et avec la BOAD. Et l'intérêt principal, je dirais, de cette harmonisation réside dans le fait qu'on a un besoin quand même de comparaison entre ce qui se fait d'un pays à l'autre. Donc, quand on prend une étude, et on standardise l'intitulé de cette étude-là, cela permet de réaliser cette étude-là dans plusieurs pays et cela permet aussi de comparer les résultats qui sont issus de ces différents pays-là. Je pense qu'il y en a d'autres avantages, mais ça c'est le principal quand même qui motive la BOAD à faire cette standardisation, ne serait-ce aussi que pour alimenter et tout le tableau de bord en matière de suivi et évaluation que la banque fait dans le cadre de son intervention dans la finance climat ici en Afrique de l'Ouest. D'accord. Alors, de façon globale, un travail est fait pour adapter les études climat existantes au contexte régional de l'UEMOA, basé sur des normes internationales. Quels sont les défis majeurs que vous rencontrez dans ce processus d'adaptation, notamment en tenant compte des spécificités liées à chaque État membre? Oui, les défis majeurs, on a eu aussi la chance d'en discuter lors des travaux de groupe. Et parce que quand on dit on veut faire des études, et ce qui vient automatiquement, c'est premièrement, est-ce qu'on a les experts pour faire ces études-là? Vraiment, c'est un défi parce que c'est ce qui fait d'ailleurs que ce manque d'experts, c'est ce qui fait que les propositions de projets qui sont issues de nos pays ne sont pas de qualité suffisante pour pouvoir accrocher les investisseurs au niveau des fonds internationaux. Donc vraiment, le manque d'expertise assez pointu pour réaliser ces études-là constitue un défi. Un autre défi aussi, dès qu'on parle d'études, la question des données vient aussi à l'esprit. Il faut des données de qualité parce que c'est avec ces données-là qu'on garantit la pertinence, mais aussi l'aspect scientifique des études qui seront menées. Donc la question de l'expertise, la question des données et aussi la question des outils. Parce que même si on a l'expertise, on a les données, il faut des outils pour intégrer ces données-là dans ces outils-là et pouvoir générer de l'information qui soit pertinente pour les études. Donc c'est un peu en quelque sorte les différents types de défis qui étaient ressortis lors des discussions du groupe. D'accord.
Alors, l'un des objectifs est d'assurer que les études climat soient conformes au GIEC et à l'IPCC et des principaux fonds climat. Comment peut-on garantir que les études produites dans la région du Loir respectent vraiment ces normes tout en tenant compte des réalités locales? Alors, en effet, cette question aussi est ressortie dans les discussions parce que, comme on dit, les idées viennent lors des discussions. On s'est rendu compte qu'on est en train de proposer des nomenclatures pour les études. Mais il ne faut pas qu'on oublie l'existant. L'existant, c'est ce qui se fait déjà au niveau du GIEC. C'est aussi, le GIEC, c'est le groupe d'experts sur l'évolution du climat au niveau de la Convention climat. Il ne faut pas aussi qu'on oublie ce qui se fait au niveau des fonds climat internationaux tels que le Fonds vert. Alors, comment est-ce qu'on pourra harmoniser ce que nous, on est en train de proposer avec ce qui existe déjà au niveau de l'international? Et l'une des approches qu'on est en train d'adopter, c'est avant tout de s'assurer que tous les termes techniques qu'on utilise sont conformes aux différentes définitions qui sont déjà acceptées par le GIEC et aussi par les fonds internationaux. Si je prends un exemple du terme technique relatif à la vulnérabilité, on dit par exemple, une des études consiste à faire analyse de vulnérabilité. Alors c'est très important quand la BOAD va parler aux États et quand les États vont solliciter la BOAD pour faire des études de vulnérabilité, il faut que ces études de vulnérabilité respectent la définition standard déjà adoptée par le GIEC et aussi déjà adoptée par les fonds internationaux. Parce que dans la tête de plusieurs praticiens en Afrique de l'Ouest, la vulnérabilité peut avoir différentes définitions. Mais nous, on ne peut pas se fier à toutes ces différentes définitions. On se fie seulement à la définition standard qui est adoptée par le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. La même chose sur d'autres thématiques d'études telles que l'analyse des risques. Donc, dès qu'on dit risque climatique, il y a une définition standard qui existe au niveau de ces structures internationales. Il faudra donc que nous, les nomenclatures qu'on va proposer, puissent s'aligner à ces définitions standards pour qu'on puisse parler de la même chose. D'accord, merci docteur. Alors, vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est en effet comment harmoniser les résultats des deux groupes, c'est-à-dire le groupe sur l'abondement du fonds d'études et le groupe sur l'élaboration des nomenclatures. On a eu la chance d'avoir un panel de haut niveau où il y avait le vice-président de la BOAD, il y avait aussi le représentant de la BCAO. Et une des préoccupations était que on ne pourra vraiment rendre attrayant la finance climat aux différentes parties prenantes et spécifiquement au secteur privé que quand on va avoir une réglementation claire. Et donc la BCAO s'était engagée quand même à faire en sorte que ce cadre réglementaire-là dans la sous-région ouest-africaine puisse être mis en place pour faciliter justement l'opérationnalisation de la finance climat en Afrique de l'Ouest à travers la contribution des différentes parties prenantes, notamment les privés, à l'abondement du fonds d'études climat, mais aussi la demande de la part des différents États, les requêtes qu'elles vont faire pour avoir le soutien de la banque et mener des études de qualité pour renforcer les propositions de projets qui seront soumises au fonds climat. Parce que malheureusement, les fonds existent. On a toujours dit ça, hein? Les fonds existent pour les propositions de projets, mais ce qui manque de nos côtés, c'est la qualité des propositions. Et cette qualité des propositions ne peut être améliorée qu'à travers la qualité des études qui vont soutenir ces propositions. Merci, docteur. Merci.
C'était nos précieux échanges avec M. Mac Dobré de la Côte d'Ivoire et Dr Mahmouda Moussana Abou du Niger, tous facilitateurs au cours du séminaire de haut niveau sur la finance climat qui s'est tenu ici à Cotonou et organisé par la Banque ouest-africaine de développement. Nous avons pu mieux comprendre les enjeux des mécanismes de financement des études climat ainsi que l'importance de l'harmonisation des pratiques dans la région Yomois. Si cet épisode vous a éclairé sur cette question fondamentale, continuez à nous suivre car de nouveaux épisodes de Pour y vivre sont à venir. À bientôt.